aujourd'hui, ils sont dans les groupes, ils suivent la sociologie du pays, ils savent les moments clés pour le pays, ils savent l'état d'esprit du pays. Pourquoi croyez-vous que quand les gens frappent le pays, ils filment, ils diffusent et ils revendiquent que c'est eux qui ont frappé? Pourquoi croyez-vous que parfois ils font des choses que je ne veux pas décrire qui sont barbares, traiter les hommes comme des animaux et diffusent ça? C'est de la guerre psychologique. Ils veulent créer un état d'esprit de personnes faibles, de personnes qui paniquent, de personnes qui ont peur, de personnes qui commencent à s'affronter entre eux parce qu'ils ont peur, de personnes qui ont tellement peur parfois qu'ils s'en prennent à leur tête au lieu de se mobiliser derrière leur tête pour le combat. Et ils suivent la réaction que cela produit. Si vous êtes en train de vous battre avec quelqu'un et que quand vous donnez des coups, vous sentez qu'il encaisse mieux le coup, cela vous démoralise. Et plus vous donnez les coups, plus vous sentez qu'il encaisse les coups sans être ébranlé. À un moment, c'est votre endurance ou votre énergie, votre enthousiasme, votre zèle à l'attaquer qui commence à prendre un coup. Vous vous posez des questions, vous vous demandez si c'est la bonne formule. Mais si quand vous frappez quelqu'un, il commence à pleurer, vous frappez quelqu'un qui commence à se lamenter, qu'est-ce que vous vous dites? Que si on frappe un peu, si on frappe un peu plus fort, dès qu'on voit ces gens-là réagir, ils vont paniquer, ils vont faire la bêtise, on va pouvoir terroriser, on va pouvoir leur faire mal. Quand vous prenez des pays comme la Russie, comme la Chine, quand ils sont en guerre, même quand des milliers de soldats meurent, personne ne se plaint. Personne n'ose dire, peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix, que si c'est ça, il faut peut-être arrêter la guerre. Parce qu'on sait, et en tout cas l'État veille à ce que tout le monde sache que quand il y a guerre, il y a les intérêts, il y a la survie de la nation. Et que tous, d'abord les militaires, et ensuite chaque citoyen, qu'il plaira à l'État de réquisitionner. Il y a des niveaux de guerre où on envoie juste les élites, des niveaux de guerre où on engage toutes les troupes, des niveaux de guerre où on engage même les forces plus classiques comme la police, des niveaux de guerre où on appelle des réservistes, on appelle des civils, on appelle des universités, on appelle des médecins, des niveaux de guerre où chaque citoyen doit prendre les armes. Dieu nous protège qu'on n'arrive pas là. Mais peut-on se réclamer d'un pays dit indépendant quand on estime que on ne doit perdre personne pour protéger notre pays et que dès que certains d'entre nous tombent, nous commençons à jeter ensemble la pierre à ceux qui mènent la guerre? J'ai vu des gens dire, oui, pourquoi ils envoient des enfants à la guerre? Pourquoi ils envoient des jeunes à la guerre? Mais c'est des vieux de 50 ans qui ne peuvent plus courir, qui ont eu le temps comme moi de développer leur bedaine, qui ne peuvent plus quoi qu'on dise à 50 ans. Pourquoi dans tous les sports, à un certain âge, même les meilleurs joueurs du monde ont les mains à la retraite pour faire d'autres activités? C'est des vieux qui doivent aller au combat? Non, nous savons tous que plus on est jeune, plus on est fort. Et si vous avez un peu de sagesse, dans une bataille, il y a un travail pour la force, pour l'endurance, pour la combativité, pour l'agilité, pour la rapidité, pour la réactivité, qui relève de l'énergie de la jeunesse. Et il y a un travail de stratégie, de coordination, de management, de mobilisation, de gestion, qui relève d'élites plus expérimentées, qui n'ont plus toujours la capacité d'être les meilleurs physiquement, mais qui doivent assurer un rôle de coordination, de gestion, chacun dans son rôle. Ce n'est pas parce que nos frères, nos sœurs, nos enfants sont victimes de la bataille pour notre survie à tous que chacun peut s'autoriser le droit de devenir un expert en sécurité. C'est aussi l'un des problèmes dans le pays. Chacun parle de choses auxquelles il ne comprend rien. Pas parce que les réseaux sociaux sont là pour parler qu'il est sage de parler de choses qu'on ne comprend pas. Dans certains pays que je ne citerai pas, vous voyez les gens dire on s'approche d'une élection. L'opinion publique n'est pas favorable à la guerre. Quand ils voient les cercueils de leurs soldats revenir, ils sont découragés, ils vont mettre la pression sur le gouvernement. À la prochaine élection, ils vont changer le gouvernement. Conséquence, à l'approche des élections, les ennemis du pays multiplient les attaques pour créer le maximum de victimes parce qu'ils savent que ce pays-là est dirigé par des gens qui sont manipulés, qui sont sous l'influence de leur opinion politique ou opinion sociale, opinion publique. Et que si l'opinion publique est assez marquée pour mettre la pression aux dirigeants, on va avoir soit
des concessions, soit des négociations, soit des laissés-faire. Et même si les dirigeants sont au début forts, ils sont forts pour la nation. Ils ont l'impression que tout le monde unanimement leur dit qu'ils ont tort. Ou ils capitulent, ou ils sont moins zélés, ou ils savent plus quoi faire. Parfois, vous devez faire des opérations audacieuses dans des confrontations, en vous disant, ça va marcher, sinon on aura essayé. Mais quand l'opinion publique met trop de pression sur vous, c'est inconscient, vous avez peur de prendre certains risques. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on ne peut pas être attaqué. Qu'on aime ou pas le chef de l'État, qu'on aime ou pas le pouvoir en place, et que, comme des enfants, excusez-moi, ne réalisant pas les enjeux, nous lancions la pierre aux chefs des armées, à ceux qui mènent la bataille, à ceux qui sont en première ligne pour nous défendre. C'est sûr qu'ils ont fait des erreurs comme nous en faisons tous. C'est sûr qu'on peut faire mieux. Chacun de nous peut faire mieux à son niveau. Mais ils sont là à prendre des risques. Ils sont là à faire de leur mieux. Nous pourrions prier pour qu'ils soient plus sages. Nous pourrions prier pour qu'ils aient davantage de moyens. Nous pourrions prier pour qu'ils comprennent mieux les enjeux. Nous pourrions prier pour qu'ils soient plus forts, plus endurants, plus motivés. Nous pourrions prier selon chacun ce en quoi nous croyons, pour mettre le pays sous le sang de Christ Jésus, pour invoquer la protection à nos frontières, pour demander à Dieu de les rendre invincibles. Nous pourrons prier pour qu'ils discernent les enjeux, qu'ils soient forts, qu'ils soient galvanisés. Mais ce n'est pas le moment de les maudire. La vie et la mort, la victoire et la défaite sont au pouvoir de nos langues. Quand le chef suprême des armées, quand le chef de l'État, jusqu'à nouvel ordre que ça nous plaise ou non, quand le père de la nation est confronté à un défi, je ne dis pas qu'il est parfait, qu'il a tout fait bien, mais dans ces circonstances, ce n'est pas le plus important. Et qu'ensemble, parce que nous avons peut-être des différends avec lui, nous maudissons ce qu'il représente dans le combat. En oubliant que nous sommes dans un combat, nous nous maudissons. Quand nous l'affaiblissons, nous nous affaiblissons. Et ce n'est pas entre nous. À cause des réseaux sociaux, c'est au vu du monde. Les gens à l'extérieur vont dire, leur pays est frappé, ils sont ébranlés, ils paniquent, ils ont peur. Si vous êtes celui qui frappe, c'est une incitation à refrapper. Quand tu es un boxeur, que tu donnes un coup et que tu vois que le gars est ébranlé, si tu es un bon boxeur, tu ne donnes pas de répit. Tu enchaînes pas, tu te dis, c'est le moment de faire le chaos. Il y a des choses que je voudrais ne pas dire. Mais de grâce, prendre son téléphone, l'allumer, pouvoir faire des directs, pouvoir parler, est un privilège. Mais ne l'utilisons pas pour nous suicider, pour tirer dans nos propres pieds. Il y a des enjeux géopolitiques. Il y a des choses qu'on peut peut-être faire mieux. Encore qu'il y a une chose que je vais vous dire. Nous jetons souvent la paix aux autorités sans aucune compassion. Vous avez un chef de l'État, par exemple, pour ne donner que cet exemple. Les gens pensent que c'est quelqu'un qui a les pleins pouvoirs, qui fait ce qu'il veut comme il veut. Et que ce qu'il ne fait pas, c'est simplement qu'il ne le veut pas. Et ce qu'il fait, c'est parce qu'il le veut. C'est faux. Il y a des choses, effectivement, qu'un chef de l'État fait parce qu'il le veut. Mais la plupart des choses qu'un chef fait, c'est la synthèse entre ce qu'il aurait voulu et ce qu'il peut. C'est ce qu'il a trouvé de mieux entre ce qu'il aurait souhaité, les moyens qu'il a, les contraintes qu'il a, les pressions qu'il subit, les marges de manœuvre qu'il a. Quand vous êtes au-dessus d'un immeuble, vous voyez des choses dans la ville que celui qui est au rez-de-chaussée ne voit pas. Quand vous êtes en position d'un chef de l'État, vous savez des choses, vous recevez des pressions, vous avez des informations, vous avez des choses que les autres ne savent pas. Et qui détermine ce que vous croyez pouvoir faire, ne pas pouvoir faire, et les décisions que vous prenez. Et on ne veut pas toujours venir tout expliquer. Parce que comme je l'ai dit, si vos moindres manœuvres sont connues dans les réseaux sociaux de votre pays, ils sont connus dans le monde entier, compris par vos adversaires. Alors, on a lancé telle chose, on a pris telle disposition, on a tel nombre d'hommes dans telle unité. Personnellement, je ne pense pas qu'on fasse la guerre en informant constamment le monde de ce qu'on fait, de ce qu'on a, et de comment on a réagi, et de qu'est-ce qu'on va faire. Il ne me semble pas sage de montrer à l'adversaire à quel point il vous fait émotionnellement et moralement mal quand il l'a frappé. J'ai vu des gens dans notre pays dire, si c'est ça, nos enfants n'ont qu'à quitter la guerre, ils n'ont qu'à fuir le terrain, pourquoi on envoie nos militaires mourir? Mais si on n'envoie pas nos militaires mourir, qui on va envoyer mourir? Nos femmes, des marchés? Ou bien nos fillettes?